L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. 4 matchs déjà disputés pour les 8e de finale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Instant CAN. Au menu, le décryptage des premiers matchs de la phase des 8e de finale, c'est-à-dire Angola-Namibie, Nigeria-Cameroun, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry et Égypte-RDC. Également le programme de ce lundi, suivi des pronostics. Avec moi sur ce plateau, j'ai Carles Kitome. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Anaël, bonjour à tous les fidèles internautes de ESAE TV. Vous êtes journaliste reporter à ESAE TV. En face de vous, Colombe Oussou, également journaliste à ESAE TV. Bonjour Anaël. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, nous allons directement dans le vif du sujet. Les résultats des 4 premiers matchs des 8e de finale avec Colombe Oussou. Colombe. Oui, bien sûr Anaël, on a eu droit le week-end au premier match de la 8e de finale de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Comme match, on a l'Angola-Namibie où l'Angola a littéralement dominé le Namibie. La Namibie, 3-0. Après ça, Guinée équatoriale, Guinée. Un match où tout le monde s'attendait à voir la Guinée équatoriale se qualifier, mais les réalités du football ont joué et la Guinée-Conakry s'en sort avec un score d'1-0. Nigeria-Cameroun 2-0 et Égypte-RDC, cette rencontre-là qui a mis en haleine tout le monde jusqu'au petit matin de ce lundi, qui s'est finalement joué sur 1-1, mais au tir au but, la RDC s'en sort à 8-7. Merci à vous, Colombe Oussou. Carles Kitome, les premiers résultats, l'Angola qui s'impose devant la Namibie, 3-0. Nous avons vu dans cette rencontre l'équipe de l'Angola dominer, imposer un rythme de jeu assez spécial, chose qu'on n'avait pas encore vue malgré leur performance en phase de groupe. Oui, mais on peut dire que le jeu de l'Angola s'est bonifié au fil des matchs. L'Angola a très bien démarré la compétition avec une équipe bien en jambes, bien en place, avec un fond de jeu vraiment il y a une vraie lecture de leur jeu, un système de jeu bien huilé, une défense vraiment au point, une attaque avec beaucoup d'individualité qui avait du mal à se trouver et un milieu aussi qui fait vraiment le job. Donc, pour ce match-ci, l'Angola, les attaquants angolais ont pu vraiment montrer qu'ils étaient présents et que chacun d'entre eux voulait jouer sa chance, voulait prendre sa place et ne plus rester sur le banc. Donc, on les a vus se succéder et ça n'a rien changé. Ils ont été performants jusqu'au bout. Et surtout, il faut remarquer que la Namibie qui était venue à cette étape un peu de façon surprise parce qu'avec les résultats dans le groupe, c'était pas évident. La Namibie n'avait mis qu'un seul but. Il n'a mis qu'un seul but pour se retrouver en 8e de finale. Donc, c'est une attaque qui ne tourne pas vraiment. C'est vrai que la défense, ça tient, le milieu, ça tient aussi, mais ils n'ont pas une attaque qui marche très bien. Donc, dès que les Angolais ont trouvé la faille dans cette équipe, ils sont pas allés du dos de la cuillère. Ils ont vraiment pris ça de façon frontale et vraiment, c'était une démonstration de football. Et l'Angola a fini vraiment par ranger la Namibie à sa place.
Colomboussou, on a vu que dans cette rencontre, le match s'est joué en 4 minutes, c'est-à-dire les 2 premiers buts sont venus en 4 minutes et on a vu littéralement le jeu se poser sur cette équipe namibienne. Oui, Yanel, il faut rappeler que c'est une rencontre entre habitués et néophytes. Et comme Carles vient de le dire, la Namibie, un seul but qu'ils ont inscrit tout au long de cette phase de groupe et espérer se qualifier devant l'Angola, cette équipe-là qui est vraiment féroce quand il s'agit de jouer sur le terrain et tout. Je crois que très, très sincèrement, c'est ce qui devrait se passer qui est arrivé. Tout le monde, en tout cas moi, je m'attendais à voir l'Angola se qualifier pour ces quarts de finale-là. Et ça n'a pas raté. Mais ce qui était intéressant dans ce match, c'est que l'Angola s'est senti en difficulté. Et dès que l'Angola s'est senti en difficulté, ils ont relevé leur niveau de jeu et ils se sont concentrés tout de suite. C'est à partir de là que tout a changé. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous avez constaté avec moi, les buts de cette rencontre particulièrement. Oui, c'était très beau. C'était de très beaux buts. Il a suffi que le gardien prenne un rouge, que l'autre vienne et que toute l'équipe se soude. Tout de suite, quelques minutes après, il y a eu le premier but. Et il y a eu un carton rouge de l'autre côté aussi parce qu'ils ont commencé à mettre... Les équipes ont joué à 10. Et on a vu à la fin presque à la fin de cette rencontre, le coup de grâce de l'Angola sur la Namibie, le but de Mabouloulou, l'enroulé presque qui ne devrait même pas entrer, Carles Kitome. On a eu la chance de suivre la rencontre ensemble. Tout à fait. C'était un geste vraiment réussi. C'était à la perfection. Là où il était, l'angle était fermé et il y avait un joueur qui le contrait. Il avait du mal à jouer, mais il a su faire le mouvement qu'il fallait de sa cheville. Il a fouetté la balle et là-bas, la balle a contourné le gardien. Malgré ça, la balle a continué à aller se nicher. Vraiment dans sa cage, c'était tellement beau. Je crois que c'est l'un des plus beaux buts de cette compétition jusqu'à cette étape. C'était vraiment beau. L'Angola qui passe ainsi le cap et va au niveau des quarts de finale. Dans l'autre rencontre, dans cette même soirée, nous avons eu le derby tant attendu par le continent qui s'est finalement incliné sur le score de 2-0 face au Nigeria. Ouais, Anaïs, si tu te rappelles bien, je t'ai bien dit que cette équipe du Cameroun ne m'a jamais, en tout cas tout au long de ce tournoi, de cette compétition, ne m'a pas inspiré confiance. Donc je n'espérais pas voir le Cameroun franchir cette étape-là, même si si toi tu avais confiance de voir cette équipe se qualifier pour les quarts de finale. Voilà ce qui s'est passé. Le Cameroun n'a pas un fond de jeu avec un Rigobert Song qui est là. Et je crois que ses plans tactiques ont joué avec lui au cours de ce match-là, parce que il n'a pas réussi, il n'a pas su mettre les joueurs qui pourront véritablement s'imposer, ou peut-être que c'est parce que c'est une jeune équipe que ça a joué. Donc je crois que on a vu un Victor Osimhen qui était partout sur cette rencontre-là. Ah ouais, j'ai kiffé son jeu. Il était réellement partout. Il a été passeur décisif même au cours de cette rencontre, 2-0. Il a fait la passe pour le premier but à Demola Lookman qui a inscrit le premier but de la rencontre, mais également le deuxième but. Carles Kitome, cette rencontre. Ouais, mais je pense que Osimhen a décidé de jouer. Et dès qu'il a décidé de jouer, tout a changé. Parce que jusque-là, le Nigeria peinait. Le Nigeria n'était pas plus beau que le Cameroun lors des 3 premiers matchs. C'est ce qui justifie et tous nous plaignons du fait que ces deux nations que nous respections autant n'aient pas pu quand même faire respecter le nom qu'ils portent. Ils n'ont pas été dignes de leur réputation. Et on attendait de voir ce que ça allait être, cette confrontation, ce derby ouest-africain. Non, ce derby est au sommet de ce continent quand même. Et nous avons vu que le Nigeria est venu avec des intentions affichées. Un pressing très haut, empêcher les Camerounais de construire. Et comme les Camerounais avaient déjà du mal à construire, ils ont commencé à balancer les balles. Et à ce jeu-là, les défenseurs nigériens étaient bien en place, surtout avec le capitaine Ekong, qui était le maître à jouer de cette défense, qui savait bien se positionner et qui récupérait pratiquement toutes les balles qui étaient balancées. Donc il n'y avait pas de balles qui survolaient cette défense. Donc c'était vraiment... C'est là qu'ils ont commencé par réussir leur jeu. Les Camerounais incapables de combiner se sont exposés à Osimhen qui était le bourreau de leur défense. Osimhen a poussé tous les défenseurs à la faute. Et qui a fait que ces défenseurs n'ont pas pu participer à la construction du jeu. À un moment donné, se concentrait tellement sur Osimhen qu'il a attiré toute la force de la défense. Et puis Lookman aussi était au point et Lookman faisait des débordements à point. Et donc les mouvements de Osimhen
combiné avec l'engagement de Lookman, il n'y avait rien à faire. La défense camerounaise n'était plus à niveau, n'avait plus les moyens de stopper ces deux flèches-là qui les ont fait souffrir tout au long du match. Le Cameroun a tout simplement montré ce qu'il valait. Non, le Cameroun n'a pas su relever son niveau. C'est tout ce qui s'est passé. Le Cameroun, déjà le troisième match du Cameroun, nous avons vu un autre Cameroun. Ouais. L'équipe camerounaise s'est transcendée. Il y avait eu du jeu, il y avait eu de l'engagement. Et on a vu des joueurs qui se sont même fatigués proprement au cours de ce match. Ouais. Mais face au Nigeria, il y avait personne pu développer leur jeu. Je crois bien que face au Nigeria, on ne va pas reprocher au Cameroun de l'engagement, parce que le Cameroun là était engagé, mais je me dis l'adversaire du jour était plus fort que le Cameroun. Non, mais on espérait voir du jeu. Du jeu quand même. Mais le Cameroun n'a pas pu. Il n'a pas pu faire du jeu. On n'a pas produit du jeu. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Cameroun était devant un Osimhen qui a décidé de vraiment jouer. Oui, mais c'est pas des vendeurs de patates qui avaient sur le terrain. Tous sont de vrais joueurs, des professionnels. Ils savent jouer, ils jouent à des niveaux où nos joueurs ne jouent pas. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'il faut faire quand la combinaison n'y est pas, je non, pense que l'équipe camerounaise avait déjà du mal. L'équipe avait déjà du mal face à une autre équipe qui est très constructive, qui est devenu subitement constructif. Parce que jusque-là, le Nigeria n'avait pas fait quelque chose. Vraiment engagé dans cette rencontre. Le Cameroun a montré cet âge et je crois que c'est cela qui les a fait sortir. Non, mais il faut remarquer que vers la fin du match, quand Tchato est rentré dans la défense, le jeu a changé un peu. Tchato était plus à niveau que le titulaire qui était là. Lui, il est venu, le jeu a changé, il a même pu monter. Mais l'autre n'a pas pu, le titulaire n'a pas. Donc ça a été pas forcément un problème tactique, mais je crois que les joueurs n'ont pas répondu vraiment aux attentes du coach. Également, Carles Kitome, le deuxième jour des huitièmes de finale, nous avons vu l'équipe tant espérée, l'équipe que tout le monde attendait, l'équipe que tout le monde qualifiait déjà dans cette Coupe d'Afrique des Nations, d'équipe qui allait peut-être au grand rendez-vous, c'est-à-dire la finale, qui s'est fait éliminer par, je peux dire, son côte à côte, la Guinée équatoriale qui tombe devant l'équipe de la Guinée-Conakry sur le plus petit score, 1-0. Colomboussou. Ouais, on a vu un Mohamed Bayor qui, à la 98e minute, a fait exploser la joie des supporters. Parce que tout le monde ne s'attendait pas à voir cette équipe de la Guinée franchir cette étape-là. Mais il faut dire que si tu te rappelles bien, Anel, je t'avais dit que cette équipe de la Guinée, avec Kaba Diawara, pouvait, s'il trouvait l'occasion, nous produire du beau jeu et du bon résultat. Et ça n'a pas raté. Donc, il faut dire que cette équipe de la Guinée équatoriale, ils ont eu leur chance. Ils ont eu leur chance, mais ils n'ont pas su saisir cette chance-là. Le football est cruel, hein. Le football est cruel. Ils ont eu un penalty. Ils ont eu un penalty que Emilio n'a pas su gérer en tant que capitaine, il n'a pas su prendre ses responsabilités. Il a raté ce penalty-là et le football ne ment pas, hein. Ça a payé. Et est-ce que on va juger cela sur la vérité ou le mensonge du football? Ou plutôt, tout simplement, la chance n'était pas avec la Guinée équatoriale hier dans cette partie. Chaque match avait ses réalités. C'est vrai que nous avons remarqué au premier tour qu'il y avait le cas vers la Guinée équatoriale qui déménageait tout le monde. Mais ce n'était pas forcément une garantie pour la suite de la compétition. C'est une compétition de longue haleine et il faut de l'effectif. La Guinée équatoriale a souffert de son banc de touche qui n'est pas assez profond. S'il y avait une profondeur de banc de touche, il y aurait eu des joueurs qui auraient relevé le défi. Parce que les 3 premiers matchs, c'était tout feu, tout flamme. Forcément, il y a de la fatigue. À un moment donné, ils étaient en supériorité numérique. Oui, j'ai dit, forcément, à un moment donné, il y a de la fatigue pour d'autres. Il y a des blessés, il y a les cartons et tout. Bon, c'est vrai que les cartons étaient éliminés après le premier tour. Mais il y a forcément des choses qu'il fallait changer. Il y a ce petit problème de cartons. J'aimerais bien préciser. Aujourd'hui, avec le règlement, les cartons ne sont pas tout de suite éliminés au premier tour, mais plutôt à partir des quarts de finale. Non, mais pour ce que moi, ma lecture, c'est que ces cartons-là ne comptent plus à partir des huitièmes de finale, sinon... C'est après les huitièmes de finale, ces cartons ne comptent plus. Le règlement a gardé ce petit tas que les confrères même ont décrié sur des chaînes. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que la Guinée équatoriale n'a pas pu sortir de son banc d'autres joueurs qui pouvaient jouer au même niveau que ceux qui ont fait sensation au cours des 3 premiers matchs. Et les Guinéens sont restés fidèles à leur jeu. Ouais. Ce qui a manqué à la Guinée et Conakry lors du premier tour, c'est l'efficacité devant les buts. Ils n'ont pas été efficaces, sinon ils ont produit du très beau jeu. Ils ont manqué d'efficacité. Et ils n'ont jamais été très prolifiques.
ils mettent très peu de buts. Et là, ils ont mis un but, ils l'ont mis exactement quand il le fallait. Et puis bon, c'était la fin, c'était la joie de Kawada. La force de la Guinée équatoriale, comme d'aucuns l'ont dit, résidait dans ce score à ces dernières minutes, c'est-à-dire 0 but partout. À la 97e minute, oui, c'est qu'on peut se dire, non mais c'est même avant les prolongations, un score nul. Déjà à la 97e minute où Dieu faisant, la force vous vient d'un coup et vous avez des balles franches. Je crois que on se dit allons-y et mettons le but. Si ça peut arriver, c'est qu'on a la victoire. Et ce mental a permis à la Guinée-Conakry. La Guinée tout au long du match a cherché à scorer. Ils n'ont pas pu. Et c'est pratiquement en fin de match qu'ils ont eu cette chance. Et puis, les autres étaient déjà dans le relâchement. Ils attendaient déjà la fin. Ils attendaient le coup de sifflet final. Et eux, ils ont eu la force de transcender tout ce qui se passait pour aller placer ce but assassin et qui a éliminé la Guinée équatoriale. Donc, bon, c'est un duel. C'est vrai, les deux Guinées ne sont pas la Guinée et Conakry qui cherchait à scorer dans cette partie dès le début. Oui. Contrairement à cette équipe de la Guinée-Conakry, on a vu l'équipe égyptienne qui plutôt cherchait à amener son adversaire jusqu'aux séances de tir au but, puisqu'on savait déjà ils ont cette réputation d'être très meilleurs dans les parties de tir au but. Mais hier, on a vu l'équipe égyptienne qui a été prise à son propre jeu. Moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir vu l'Égyptien. Cette équipe ne ressemble pas du tout à l'Égypte. Cette équipe ne ressemble pas à ce que moi je connais de l'Égypte. On peut dire que l'Égypte a perdu beaucoup de ses valeurs, mais on peut dire que l'Égypte a gardé au moins cette capacité de ne pas pouvoir encaisser, de résister à l'adversaire. Ben, ça, c'est une on a vu l'équipe a encaissé 7 buts. L'Égypte en faiblesse. L'Égypte a fait plusieurs cannes sans encaisser même 3 buts. Mais l'Égypte, en 4 matchs, a encaissé 7 buts. C'est inédit. Moi, je ne connais pas cette Égypte-là. L'Égypte qui encaisse 7 buts en 4 matchs. C'est hier que moi, j'ai découvert cette Égypte-là. Et l'Égypte qui est incapable d'avoir... L'Égypte, d'abord, c'est la défense. Nous savons qu'en Afrique, l'Égypte a été oubliée par sa défense et par ses attaquants qui sont très futés, qui sont très rusés et qui surprennent toujours. Mais hier, l'Égypte s'est fait surprendre. Le but que l'Égypte a encaissé, ben pour moi, je me suis dit, c'est l'Égypte qui manque ces buts-là en Afrique. Et c'est l'Égypte qui encaisse ce but juste sur une contestation. Ils ne se sont pas concentrés. Les Congolais ont très bien étudié l'adversaire. Si vous regardez bien ce but-là, ils sont venus au score sur un fait de jeu. Parce que je crois que c'est la maturité qui a manqué à cette équipe-là, où ce pénalty-là était venu. Sinon, ils pouvaient bien éviter. Non, mais on pouvait ne pas siffler le pénalty. Mais il y avait la VAR. Même avec la VAR, on pouvait ne pas siffler ce pénalty. Parce qu'un homme qui saute, il ne peut pas avoir les bras sur le corps. Forcément, ses bras. Donc, il n'a rien fait. Il n'a pas fait une faute. Il n'est pas allé chercher une faute. Mais c'est un fait de jeu. Sa main s'est retrouvée là, ça ne devait pas se retrouver, mais la main n'a pas touché le ballon. Donc, pour moi, je dis qu'il y avait 50% de chances pour qu'on ne siffle pas ce pénalty. Mais c'est la pression que les Égyptiens ont mis sur l'arbitre. Vous savez, les Maghrébins, ils ont ce mental-là. Eux, ils mettent toujours la pression sur le corps arbitral. Ils mettent la pression pour tout le monde pour qu'on fasse des erreurs en leur faveur. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pas la seule fois. Il y avait encore un autre fait de jeu où il demandait à l'arbitre de siffler, mais l'arbitre n'a pas consulté la VAR à ce moment-là. L'arbitre a compris. Sinon, ben, ils avaient peut-être raison cette fois-là. Oui. Mais l'arbitre n'a pas... Mais écoutez, ils ont mis pression sur... Vous savez, ils sont venus pour faire nul. Il y a des moments parfois où vous voyez l'arbitre peut-être qui a fauté sur le premier penalty, mais quand il y avait un autre penalty maintenant, il ne siffle pas. L'Égypte est venue pour faire un nul et aller au penalty. Exactement. Mais la RDC a suivi l'Égypte en mettant ce premier but. Et tout juste après ce but, ils ont relevé leur niveau de jeu. Ils sont allés égaliser. Mais après avoir égalisé, ils sont retombés encore dans leur confort. Et la RDC n'a plus la chance de scorer. C'est ça qui a amené ce match jusqu'aux prolongations. On a vu pendant les prolongations, les deux équipes se sont encore tenues. Oui. Ces deux équipes sont finalement allées au tir au but. Et on a vu ce qui s'est passé. Et l'Égypte qui finalement s'incline. Le grand Gabaski qui n'arrivait pas à aller dans le même sens que ses tirs. Et au final, l'Égypte sort de la compétition, l'équipe la plus titrée des Coupes d'Afrique des Nations.
Ouais, mais hier, la victoire était pour la RDC dans l'engagement, dans le mental, dans le jeu qui se développait. Tout était fait pour que la RDC gagne. La RDC aurait pu gagner pendant le temps réglementaire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance de scorer. Sinon, moi, je dis à la lecture de ce match, la RDC l'emporte au point et au score à la fin. Ouais. Et déjà, nous avons les premières affiches. Pardon. Elle fut longue cette attente là pour la RDC. Hein. Ouais. Depuis 50 ans, cette équipe-là voulait. Il faut voir que hier, c'était voulait prendre sa revanche sur l'Égypte. Nous avons souligné la prestation de Victor Osimhen au niveau du Nigeria, mais il faut dire aussi qu'au niveau de la RDC, Chancel Bemba a pris ses responsabilités. Il était au four moulin, bien dans la Il a joué un jeu hier qui s'est retourné contre lui-même. Parce que si vous suivez les tirs au but, il est allé du même côté pour tous les tirs. Ouais, si vous avez suivi, c'est ce qu'il a fait. Ça a joué au niveau de la RDC. Je disais tantôt qu'on a eu les premières affiches. On a déjà les premières affiches des quarts de finale. Notamment pour la première quart de finale, on aura l'Angola face au Nigeria. La RDC sera face à la Guinée-Conakry. Pour les matchs de ce jour, les matchs de ce lundi, les matchs des huitièmes de finale, nous aurons l'équipe du Cap-Vert face aux Mozambicains. Carles Kitome, quelques mots face aux Mauritaniens, pardon. Et Carles Kitome, quelques mots sur cette rencontre, juste quelques mots. Non, mais moi je me limite à ce que ces deux équipes ont présenté comme tableau au cours des 3 premiers matchs. Et quand à cette lecture, je vois le Cap-Vert un peu en avance dans les pronostics par rapport à la Mauritanie, équipe équilibrée, prolifique. C'est tout ce qu'il faut. Le score, ça peut donner combien selon vous? Ça peut être dans les 2 buts d'écart. Moi, je dirais plutôt qu'après avoir suivi cette rencontre Guinée équatoriale, Guinée, RDC, Égypte, RDC, que le meilleur gagne. Parce que cette équipe... Que le meilleur gagne, nous avons la deuxième rencontre. Oui. La deuxième rencontre de ce jour, c'est la Côte d'Ivoire contre le Sénégal. Une très grande affiche que tout le monde attend. Qui des éléphants ou des lions de la Teranga vont remporter cette partie. Nous avons le Sénégal qui a à son compteur 3-0 face à la Gambie, 3-2 face au Cameroun, 2-0 face à la Guinée-Conakry. De l'autre côté, nous avons la Côte d'Ivoire qui a fait une victoire 2-0 face à la Guinée, 2-0 face à la Guinée-Bissau, 1-0 face au Nigeria, une défaite, et une défaite face à la Guinée équatoriale, 4-0. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Sénégal, qu'est-ce que ça peut donner, Colomboussou? Le Sénégal va l'emporter. Ça, c'est sûr. Le Sénégal va l'emporter. C'est deux équipes qui se respectent beaucoup et qui se cherchent. Ils se sont déjà rencontrés une fois. Le score était de 1-0. Il y aura un gros match, mais si je vois un peu ce que chacun a fait jusque-là, vous pensez que la Côte d'Ivoire va se racheter sur moi, je ne vois pas cette équipe revenir parce que la Côte d'Ivoire, tout comme le Cameroun, n'ont pas un fond de jeu dans cette compétition. Et sans le fond de jeu, rien ne peut se produire. Il faut pas oublier alors qu'il faut voir comment les Sénégalais jouent. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le même rôle que Victor Osimhen. Donc ça va faire du feu ce soir. Il y a cette pression là sur la Côte d'Ivoire qui ne permet pas à cette équipe de développer son jeu sur le terrain et tout. Aujourd'hui, sur le plateau, tout le monde est contre la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas l'avantage des pronostics, simplement. Ok, donc sur le terrain, pour Carles Kitome Colomboussou, c'est que le Sénégal va l'emporter sur la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Instant CAN. Nous allons revenir sur ce plateau demain pour décortiquer les rencontres d'aujourd'hui et annoncer les rencontres de la journée de demain. Merci et passez de très bons moments sur les rencontres d'aujourd'hui, notamment Sénégal, Côte d'Ivoire, que tout le monde attend.